liberté, égalité, fraternité et les valeurs de la République sont certainement la base de la citoyenneté. Et on a voulu tous traiter ça dans un premier temps. Donc Martine Serf, vous la connaissez certainement, donc, est secrétaire générale de EGAL, qui est une association dont l'objet est la promotion de l'égalité et de la laïcité en France et en Europe. Elle en est la secrétaire générale, mais elle est aussi, depuis l'origine, en 2003, un des membres fondateurs. Alors Martine est aussi connue pour ses écrits. Elle a co-dirigé un ouvrage de référence qui est le Dictionnaire de la laïcité, qui est indispensable, je pense, qui a été primé, et qui vient d'être réédité avec une préface de Jean-Louis Debré. Alors que celui, le premier, qui était en 2012, si je ne me... 2011-2012, plutôt 2012, avait été préfacé par Robert Badinter. Pour Martine Serf, la laïcité fondée sur une conception humaniste de l'être humain. Elle va soulever ici plusieurs problématiques, telles que la différence entre égalité de droit et égalité de fait, le choix difficile du point d'équilibre entre liberté et égalité, l'égalité et la question des accommodements dont vient de parler M. Guittet, et le rôle de l'école et la responsabilité des citoyens. Martine, si tu veux bien. Voilà, merci. Donc je vais prendre la suite, effectivement, me centrant plutôt sur égalité. Mais il faut quand même rester conscient que ce triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, c'est un tout. Ça fonctionne ensemble. Et on a l'impression parfois de l'avoir tellement vu, tellement entendu, tellement entendu parler, qu'il est un peu vidé de son sens. Et on peut même contester que certaines valeurs soient effectives dans la société. Peut-être qu'effectivement, on manque beaucoup d'égalité, peut-être qu'on manque parfois de liberté, peut-être qu'on manque sûrement de fraternité. Et pourtant, ce triptyque a fait son apparition pendant la Révolution. Alors j'ai trouvé des affiches de 1792 sur lesquelles il y avait marqué « Liberté, égalité, fraternité ou la mort ». Donc c'est quand même vous dire à quel point c'était un besoin et à quel point des gens étaient prêts à sacrifier leur vie pour obtenir ça. Donc vous imaginez ce que c'est que la vie dans une société où on ne les a pas justement, ces valeurs. Alors on va quand même essayer de se rappeler de ça et de se dire, dans le fond, c'est des valeurs auxquelles on tient. Qu'est-ce qu'on fait pour les faire vivre? Et la laïcité y participe, elle y contribue. Philippe l'a très bien dit, c'est un principe d'organisation de la société, séparation des églises et de l'État. Et la loi de 1905 dit, effectivement, dans son article 1er, la première chose, c'est la République assure la liberté de conscience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Pourquoi cette liberté de conscience? Et qu'est-ce qu'elle apporte, cette liberté de conscience? Elle apportait quelque chose de fondamentalement nouveau, c'est que pour la première fois, que ce soit les religieux ou les non-religieux, les athées ou les agnostiques, étaient sur un même plan. Il n'y avait pas de différence. Jusque-là, on considérait que les gens qui avaient une religion étaient des gens défendables. C'était d'ailleurs ce que défendait John Locke. Pour lui, la tolérance, c'était une tolérance qui s'appliquait à tous les gens qui avaient une religion et que les religions différentes ne devaient pas s'exclure. Mais en revanche, être athée, c'était l'horreur et la désolation. On ne pouvait pas imaginer pire. Et là, pour la première fois, on parle de liberté de conscience. Donc on a le droit d'être athée, et c'est tout aussi honorable que d'être religieux. Donc c'est l'égalité intégrale qui, pour cette fois, englobe absolument tous les citoyens. C'est une grande avancée. Alors la laïcité, elle se fonde sur la conception humaniste de l'être humain. Et cette conception, c'est que l'être humain est un être doué de raison, et qui est tout à fait capable de se doter, de construire une société, de se doter de ses propres lois. Il n'a pas besoin pour ça qu'on lui impose une loi réputée divine, qui viendrait de l'extérieur, ou en tout cas d'une entité qui lui serait supérieure. Il peut s'en passer pour construire la société. Alors ça ne veut pas dire qu'on refuse qu'il ait une vie spirituelle dans laquelle il peut croire à ce qu'il veut. Ce sont simplement deux choses différentes. C'est pas du même ordre.
Et la construction de la société, c'est de l'ordre des êtres humains et c'est dans la capacité des êtres humains. Donc c'est ça, ce qui est derrière la laïcité, c'est ça. Ce qui nous concerne, la construction de la société, nos lois, c'est l'être humain qui s'en charge. Et bien sûr, il s'en charge avec tout ce qu'il est lui-même. Croyant, pas croyant, blanc, noir, grand, petit, né en France, pas né en France, etc. À partir du moment où il est citoyen, il participe avec tout ce qu'il est à cette même construction commune. Et c'est ça qui est important. Alors donc tous les citoyens, c'est un principe d'égalité, la laïcité, parce que ça veut dire que l'État va considérer également chaque citoyen. Comme l'a dit très justement Philippe, il ne va pas considérer des groupes, ce n'est pas des communautés que l'État considère, c'est des citoyens. Chacun est libre d'appartenir à une communauté, d'en sortir, d'avoir une croyance, d'y renoncer, de faire ce qu'il veut. Il est le seul maître à bord. Donc, principe de liberté et d'égalité. L'État n'a pas à se mêler des convictions de chacun, tant que chacun vit et exprime ses croyances dans le cadre de la loi. L'État s'en mêle si, évidemment, on enfreint la loi. Alors, cette ignorance des convictions et des croyances, ce n'est pas de l'indifférence de la part de l'État, mais c'est la garantie de la liberté. Et c'est la garantie que c'est l'individu qui reste seul maître de son destin. À l'inverse, il n'est pas légitime non plus qu'un citoyen demande une dérogation à la loi en raison de ses croyances ou de ses convictions. Chacun est soumis à la même loi. C'est ça le principe d'égalité. Comme je vous le disais, Locke défendait la tolérance. On parle beaucoup d'ailleurs en ce moment, il paraît d'ailleurs que le livre de Voltaire sur la tolérance se vend à nouveau beaucoup. Alors, j'espère que vous l'avez lu. Et vous aurez pu constater que quand il parle de tolérance, Voltaire adopte le point de vue de Locke, parce qu'il est un homme du XVIIIe siècle et grand admirateur de Locke, et il parle bien de la tolérance entre religieux. Et il dit bien que toutes les religions doivent être considérées également, mais pour lui, être athée, c'est pas du tout quelque chose d'enviable, c'est pas du tout quelque chose de bien. Il y a une hiérarchie pour lui entre les religieux et les athées. Donc on a quand même progressé depuis Voltaire, qui pourtant a été un très grand homme et qui nous a apporté beaucoup. Alors ce que pensait Locke, c'était comment est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui imprègne encore terriblement la société des États-Unis, tout simplement. Aujourd'hui, les associations des athées disent eux-mêmes qu'ils sont mal considérés, qu'on considère que ce sont des gens sans moralité, qu'à partir du moment où on n'a pas de religion, on n'a forcément pas de moralité. Ce qui est totalement faux, bien évidemment. Et je pense qu'en France, le fait qu'on puisse avoir une appréhension et qu'on puisse aborder la morale sous l'angle laïque montre bien qu'on peut être à la fois, je veux dire, n'importe quoi, tout et n'importe quoi, de toute croyance ou de toute non-croyance, et avoir une morale, et en tout cas une moralité, ça c'est évident. Mais enfin, pourtant, alors il faut savoir que c'est la vision française qui a prévalu dans les textes internationaux. La Convention européenne des droits de l'homme, comme la Charte européenne des droits fondamentaux, la Charte de l'Union européenne, qui sont des textes qui sont au-dessus de nos lois. Ces textes-là parlent bien de la liberté de conscience et non pas de la liberté de religion. La liberté des cultes est assurée, mais ça vient en deuxième, après la liberté de conscience. Alors de quelle égalité parlons-nous ? Eh bien, il arrive qu'on confonde deux égalités. L'égalité devant la loi, l'égalité en droit, c'est-à-dire tout le monde est soumis à la même loi, et puis l'égalité de fait. Les inégalités de fait, il y en a toujours, et malheureusement, il en existera toujours. Certains sont plus grands que d'autres, certains sont plus forts que d'autres, certains sont plus riches que d'autres. Mais ce n'est pas l'égalité de fait que la devise républicaine garantit, c'est l'égalité devant la loi. Donc on est tous soumis à la même loi. Et cette égalité-là, il ne faut absolument pas y renoncer. Et comme l'a dit très justement Philippe, on est dans une république sociale. Eh bien, cette république, il arrive qu'elle apporte des correctifs pour restaurer l'égalité de fait. Et je vais vous donner un exemple de correctif. Les allocations familiales. Quand on verse de l'argent à des familles qui ont beaucoup d'enfants, par rapport plus à des familles qui ont plus de 3 enfants qu'à des familles qui n'en ont qu'un, qui n'en sortent pas du tout d'ailleurs, eh bien, c'est un correctif pour rétablir les inégalités de fait. Vous voyez qu'on se promène entre les deux, mais il faut toujours être bien au clair avec le fait de savoir de laquelle on parle.
Dès 1789 est édictée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et il est inscrit dans son article 1er « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Et ce texte fait toujours partie de notre Constitution. Il est toujours intégré à notre Constitution. Et d'ailleurs, Lafayette disait au moment où on discutait cette loi à l'Assemblée constituante, les lois doivent être claires, précises, uniformes pour tous les citoyens. Ça n'a pas changé depuis cette époque, sauf que, ce qui a changé, c'est que on parlait d'égalité à l'époque, et que dans cette égalité, on oubliait quand même les femmes, la moitié de l'humanité, qui n'étaient ni représentées, ni électrices, ni éligibles. Et il faut savoir que c'est un triste privilège que nous avons quand même conservé jusqu'en 1945, date où les femmes ont pu enfin voter en France. C'était depuis 1917. Depuis 1917, oui, il y a 7 pays où les femmes ont voté bien avant. Mais bon, comme quoi on peut parfois édicter des principes et ne pas toujours être les premiers à les respecter. Voilà, c'est ça que ça démontre. Alors la règle de la laïcité et de la séparation des églises et de l'État, il ne faut pas oublier qu'elle comporte des exceptions en France, et on peut en citer au moins 2. Alors celle de l'Alsace et de la Moselle, puisque ces 3 départements n'appartenaient pas à la France en 1905, ils appartenaient à l'Allemagne, ils ont réintégré la France en 1918, mais ils ont gardé le régime qu'ils avaient auparavant, c'est-à-dire le régime d'accord avec les cultes. Le concordat pour l'Église catholique, et puis d'autres accords pour le 2 cultes protestants et le judaïsme. Et puis ça s'arrête là. Sauf qu'en Alsace et en Moselle, l'islam c'est aussi la 2e religion, qui ne fait pas partie de ce concordat. Et là, on a une rupture de l'égalité de traitement. Ce n'est pas normal, et il ne faut pas laisser perdurer. Il est temps que ces régions, c'est en tout cas l'idée que je défends, rentrent dans l'égalité commune, et que partout en France, les religions soient également traitées, c'est-à-dire on ne reconnaît et ne subventionne aucun culte. Là, en Guyane, on connaît la même anomalie, ou le même type d'anomalie en tout cas, seul le catholicisme est reconnu, et là, il est subventionné par le conseil départemental, ce qui représente, pour ce conseil départemental qui n'est pas riche, une charge énorme. Alors, ce que je voudrais... Et Mayotte, et la Réunion, et la... Non, la Réunion, c'est applicable. La Réunion, il y a des financements. Enfin, bon, il y a des exceptions qui ne devraient pas durer si on veut respecter le principe d'égalité. Vous voyez comment on fait vivre le principe d'égalité, c'est précisément en respectant la loi. Alors, je voudrais vous attirer votre attention sur le fait qu'il peut y avoir parfois des tensions entre liberté et égalité. D'ailleurs, c'est très intéressant si vous avez l'occasion d'écouter les débats à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Vous voyez que les députés et les sénateurs s'interrogent souvent sur est-ce que si on donne tel type de liberté à tel groupe, par exemple, ou à tel type de personne, est-ce que ça ne va pas porter atteinte soit à la liberté d'autres groupes, soit à l'égalité? Et on est toujours... Il n'y a pas de solution parfaite. Alors là, je vous rassure tout de suite, on n'est jamais dans une situation où on est sûr d'avoir une solution parfaite. Il y a toujours un moment où on doit se poser des questions sur les incidences et les conséquences de ce qu'on a voté. Et il arrive qu'on fasse des choix, et des choix qui soient différents selon les pays. Donc je vais vous citer un exemple. À New York, il existe un quartier où vivent des juifs orthodoxes. Et ces juifs orthodoxes ont demandé au maire que lorsque les autobus municipaux traversent ce quartier, eh bien, les hommes puissent s'asseoir devant et les femmes derrière, pour que les hommes ne les voient pas. Le maire de New York a refusé, heureusement, puisqu'il s'agissait de bus municipaux. Mais, tout est dans ce mais, il a consenti à ce que cette communauté monte des compagnies privées et que dans ces compagnies privées, on fasse ce qu'on veut. Autrement dit, dans ces bus privés, eh bien, les hommes sont devant, les femmes sont derrière. Ça, c'est la façon américaine de trancher le débat, puisque la liberté d'entreprendre est au-dessus de tout, la liberté religieuse aussi. Et on est capable, aux États-Unis, on admet, parce que c'est leur façon de voir, qu'on peut sacrifier l'égalité à la liberté. Et ça, c'est pas du tout la façon française, ni la façon européenne de voir du reste, parce que là, il y a une vraie discrimination. Et la discrimination est interdite dans le domaine privé comme dans le domaine public. Donc on n'aurait pas le droit, même dans une compagnie privée,
d'installer ce règlement. Une femme pourrait à tout moment déposer plainte et se plaindre d'être victime de discrimination. Donc on est là, nous, dans une volonté de préserver l'égalité, parfois au détriment d'une certaine liberté. C'est une conception différente de société et il faut l'avoir, le percevoir pour le faire vivre. La laïcité a permis que des lois de liberté et d'égalité puissent être votées. Parce qu'il y avait séparation, le législateur, donc nos députés, nos sénateurs, étaient parfaitement libres de discuter de ce dont ils voulaient discuter à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et je vais vous rappeler certaines lois qui peuvent vous paraître, pour certains d'entre vous ici, pour les plus jeunes, assez anciennes, mais je peux vous dire que quand j'étais jeune, ces lois n'existaient pas et que la vie était vraiment différente. 1967, la légalisation de la contraception, qui a donné évidemment plus d'autonomie aux femmes. 1970, les mères de famille disposent enfin de l'autorité parentale à l'égal des pères. 1975, la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. 2014, l'autorisation du mariage pour tous. 2015, la suppression du délai de réflexion imposé aux femmes qui demandent une IVG. Toutes ces lois, sans exception, ont rencontré l'opposition de l'Église catholique et parfois même d'autres responsables religieux. Et pour la dernière mesure, celle de la suppression du délai de réflexion imposé aux femmes, il y avait même, la conférence des évêques a même publié un communiqué qui disant, je les cite, « Le droit absolu accordé à la mère sur son corps justifierait ainsi celui de supprimer la vie naissante. Pas une fois dans son histoire, l'Église n'a déploré que trop de femmes perdaient la vie à cause d'IVG non médicalisées. » Donc vous voyez pourquoi il est important que, quel que soit l'attachement qu'on puisse avoir à une religion, ce n'est pas ça qui est en cause, mais les responsables religieux ne doivent pas avoir de responsabilité politique. Ce n'est pas leur domaine. Ils s'occupent du domaine spirituel et les politiques s'occupent du domaine politique. C'est ça la séparation et c'est ça notre liberté, surtout. Alors on se souvient des images de Simone Veil à la tribune de l'Assemblée nationale, subissant avec courage les injures de certains députés, dont la rage n'avait d'égal que la hargne témoignée à Christiane Taubira, plus récemment, lors de la discussion sur la loi sur le mariage des couples homosexuels. La laïcité a été un combat en 1905, elle reste un combat en 2016. Pas parce que c'est un principe de combat, mais parce que c'est comme ça en France. Nos libertés et l'égalité, on les arrache toujours, par un combat, et par un combat politique. Il ne s'agit pas de descendre dans la rue et de se taper dessus, mais par un combat politique. C'est le combat des idées et un combat qu'on mène avec les règles démocratiques. Et il faut savoir que c'est propre à la France, parce que nos amis belges et danois, ils ont dû se demander quelle mouche piquait les Français, parce que chez eux, on a accordé le mariage pour tous civilement en 1989 au Danemark, et religieusement à l'Église d'État en 2012. Et ça n'a posé aucun problème. On peut se marier dans un temple, si pasteur est d'accord, on se marie dans un temple quand on est homosexuel au Danemark. Et ils n'ont pas la séparation. Donc ça veut bien dire que notre laïcité française, elle est nécessaire parce que la France est ce qu'elle est, parce qu'elle correspond à ce dont nous avons besoin pour préserver nos libertés. Mais qu'au Danemark, où il y a une religion d'État, la liberté et l'égalité sont préservées quand même. Oui, il faut être très modeste quand on va dans l'Union européenne. Chaque pays a son mode de fonctionnement. L'important, c'est pas sont-ils laïcs ou sont-ils pas laïcs, c'est les citoyens de ces pays ont-ils la liberté de conscience, la libre jouissance de leur liberté de conscience? Sont-ils égaux, réellement égaux en droit? C'est ça les vraies questions. Actuellement, normalement, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne le défend et les pays n'ont pas le droit de légiférer contre cette charte. Alors j'ai parlé du rôle fondamental, on a parlé, plutôt c'est Philippe qui a parlé du rôle fondamental de l'école. Il est fondamental parce que c'est au moment où l'école gratuite et obligatoire a été instituée qu'on a pu commencer à enseigner librement les savoirs, à enseigner, à s'entraîner à l'école, à l'exercice critique, à l'exercice de son sens critique, à la réflexion sur la réalité des choses, au savoir qui nous amenait, qui nous tirait, nous tous autant que nous sommes, en dehors de ce que nous connaissions par notre famille, qui nous tirait à l'extérieur, qui nous décentrait par rapport à nos milieux,
pour nous ouvrir encore notre horizon et pour nous apprendre à regarder très largement le vaste monde et à en faire notre profit, bien entendu. Mais on voit immédiatement qu'entre l'intention et la réalité, il y a un écart. Et cet écart, il vient de ce qu'il n'y a pas dans nos quartiers, dans nos villes, assez de mixité sociale et que l'école publique, du coup, est empêchée de remplir son rôle égalitaire par absence de mixité sociale. Donc on est là face à un idéal d'égalité sur lequel on a encore beaucoup à travailler pour arriver à ce qu'il soit à un niveau raisonnable. C'est peut-être un idéal qu'on n'atteindra jamais définitivement, mais qu'au moins il soit à un niveau raisonnable. Aujourd'hui, il y a des endroits où il ne l'est pas. Alors l'égalité, la question des accommodements maintenant. Alors certains ont considéré que pour rétablir l'égalité, il fallait faire des accommodements. On en fait peu, on n'en fait pas en France. Je vais vous donner un exemple de ce que sont les accommodements. En Angleterre, il existe des tribunaux confessionnels, donc tribunaux de la charia, tribunaux israélites, qui peuvent se prononcer sur des affaires familiales. En cas de divorce, en cas de succession, on peut, si on le veut, faire appel à ces tribunaux, et à ce moment-là, l'État est chargé d'exécuter ce qui a été convenu dans ces tribunaux. Alors on connaît les différences de traitement entre les hommes et les femmes dans l'islam, comme dans la religion juive d'ailleurs, en matière de divorce et d'héritage. Donc ce qui revient à accepter que l'État traite des citoyens différemment. Il y a une atteinte manifeste à l'égalité en droit. C'est-à-dire que non, pour pouvoir aller vers plus d'égalité, on sacrifie l'égalité en droit. On sacrifie la base, l'égalité en droit. Et on peut se poser toutes sortes de questions. Je vais vous en poser quelques-unes qui nous permettent de réfléchir sur la validité de cette méthode de pensée. Où est bien sûr l'égalité en droit? Où sont les valeurs communes sur lesquelles on peut construire une même société si chacun a sa propre loi? Est-ce qu'on est certain que tous les individus sont libres quand est-ce qu'il n'y a pas une pression sociale qui les oblige à faire appel à ces tribunaux plutôt qu'au tribunal d'État qui est neutre et qui va appliquer la même loi à tout le monde? Est-ce qu'on est certain qu'une femme qui sait que la loi religieuse va la priver de ses enfants en cas de divorce, est-ce qu'on peut imaginer qu'une femme qui redoute ça va aller vers des tribunaux religieux qui vont lui enlever ses enfants? Il y a des pressions sur les individus. Et en permettant qu'il y ait des droits différenciés, on encourage ces pressions qui sont faites sur les individus. C'est une atteinte à l'égalité, mais à la liberté aussi de chacun. On veut enfermer chacun dans ça. Il y a une assignation à communauté. Vous êtes né dans cette communauté, alors vous devez y rester pour le restant de vos jours. Et si on n'a pas envie d'y rester? Et si au contraire on n'y était pas, mais qu'on a envie d'y rentrer? Vous voyez que là, il y a cette atteinte à la liberté de choix des individus. Et c'est bien pour ça que la laïcité, selon nous, enfin moi c'est en tout cas ma conviction, garantit complètement la liberté de chacun, la liberté de ses choix et la liberté et l'égalité entre les uns et les autres. Un autre exemple, au Canada, on a vu une fillette de 5 ans scolarisée à l'école maternelle, probablement, 5 ans, et à qui on mettait un casque sur les oreilles quand ses petits camarades chantaient, parce que ses parents avaient demandé qu'elle n'écoute pas de musique, ce qui était contraire à leur religion. Vous imaginez ce qui se passe dans la tête d'une petite fille qu'on met à l'écart comme ça? C'est épouvantable, c'est juste épouvantable. Là, il y a aussi atteinte à l'égalité. Donc nous ne faisons pas ces choix dans la société française et nous ne les faisons pas en connaissance de cause. C'est ni du racisme, ni la volonté de brimer qui que ce soit, mais la volonté ferme et affirmée de préserver l'égalité et les libertés. Alors on connaît des menaces persistantes sur l'égalité homme-femme, parce que malheureusement toutes les traditions religieuses monothéistes, qui sont celles que nous connaissons dans nos pays, assignent la femme à une place secondaire. La seule place qui leur est reconnue, c'est celle d'épouse et de mère. Et selon ces traditions, elles ont même un statut de mineur qui doit être soumise à l'autorité d'un homme, que ce soit un père, un époux, un frère. Alors ce point de vue qui pourrait appartenir à un autre temps est encore défendu aujourd'hui par des responsables religieux qui condamneraient volontiers les femmes à leur foyer quand ce n'est pas sous un voile intégral qui l'extrait de toute vie sociale et qui soit extérieure à la famille. Donc l'égalité légale entre hommes et femmes peine à se traduire dans la réalité parce que
on a le poids de ces traditions monothéistes et qui imprègnent encore les mentalités. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui encore, les salaires des hommes et des femmes ne sont pas égaux. Les femmes ont des salaires plus bas à travail égal. Elles connaissent le fameux plafond de verre qui continue de limiter leur progression dans leur vie professionnelle et dans leur vie, ou dans la vie politique, c'est le même plafond de verre. Et le fait qu'en août 2004, le gouvernement ait présenté une loi qui s'appelait « Loi pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes » montre bien que malgré toutes les lois qu'on a votées, on n'y est pas encore. Alors régulièrement encore, eh bien, on a des imams qui se permettent de faire des prêches dans lesquelles ils justifient les violences exercées aux femmes. Vous avez tous entendu parler, bien sûr, de l'imam de Brest, qui est quand même un exemple ou un contre-exemple de ce que serait un imam enviable, on va dire. Mais le problème, c'est que quand M. Oudeifa défend le fait que des femmes non voilées justifient d'être violées, le procureur de la République de Brest, et ça c'est beaucoup plus grave, dit « Les propos que tient publiquement Rachid Abou Oudeifa lors de ses prêches ne sont pas pénalement condamnables ». Tous les juristes, évidemment, ne partagent pas cet avis. Et personnellement, je regrette que le procureur de la République n'ait pas poursuivi des propos aussi répréhensibles. Mais malheureusement, quand il s'agit des femmes, j'empiète peut-être sur le thème suivant, le thème de la prochaine réunion qui sera l'égalité homme-femme, mais il faut bien le dire, quand il s'agit du droit des femmes, on a tendance à laisser filer parce que c'est pas si grave dans le fond. Quelles leçons en tirer? C'est aux femmes de jouer. Et d'ailleurs, elles ont joué. Je vais vous donner 2 exemples là aussi. L'Espagne. En 2014, arrive au gouvernement un gouvernement de droite et qui décide qu'il va abolir l'autorisation d'IVG. L'Espagne, pays très catholique, à majorité catholique, de gens profondément religieux, eh bien, ces femmes se sont rebellées. Toutes les femmes, y compris celles qui avaient des convictions religieuses. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est leur liberté, c'est de leur liberté qu'il s'agit. Et ça veut dire que même quand on est religieux, on peut très bien être religieux et ne pas accepter que ce soit le chef religieux qui dicte les lois publiques et l'organisation de la société. Et malgré cette imprégnation du catholicisme de la société catholique, de la société espagnole, les femmes espagnoles ont fait reculer le gouvernement. Il n'y a pas eu d'abolition de ces lois. Il vient de se passer exactement la même chose en Pologne, la très catholique Pologne. Même cause, mêmes effets. Les femmes polonaises sont descendues dans la rue, pas question, c'est nos libertés, on n'y touche pas. Le gouvernement polonais risque fort d'y revenir, mais pour l'instant, il a reculé. Les intégrismes religieux, les fondamentalismes nient que les femmes puissent être propriétaires de leur corps et seules décideuses de leur vie. Donc il faut le savoir et savoir que ce combat-là ne sera jamais fini. Il faut établir un équilibre acceptable qui fasse que les libertés soient préservées, mais il ne sera jamais fini. Le débat qui concerne le contenu des lois et des pratiques religieuses, c'est quelque chose qui doit rester interne aux religions. L'État n'a pas à s'en mêler et ce sont les croyants qui doivent mener ce débat à l'intérieur de leur propre communauté de foi, si je puis dire. Mais, en revanche, il appartient à l'État de faire respecter les lois et de ne jamais accepter d'y déroger pour quelque raison que ce soit, y compris pour des raisons d'ordre religieux. Les représentants de l'État ne doivent pas confondre la garantie de liberté des cultes, donc la garantie de prier, de célébrer toutes les fêtes d'un culte, avec des accommodements avec la loi commune. Le fait de déroger à la loi commune, ce sont 2 choses complètement différentes. En réalité, les accommodements en question affaiblissent la loi, ils renforcent les intégrismes et les pressions sur les femmes. En conclusion, je dirais qu'il ne peut pas y avoir d'égalité sans laïcité, sans possibilité que des lois soient votées librement et par des élus libres. Et c'est la loi civile qui garantit l'égalité et elle seule. Et il serait vain de penser qu'en sacrifiant les droits des femmes, on sauverait l'essentiel de nos états de droit. Les attaques frontales sur les droits des femmes ne sont que le préliminaire à un recul généralisé des libertés de tous si on laissait faire ces obscurantistes qui cherchent à imposer leurs propres lois. Les droits des femmes sont généralement en recul dans les pays où il n'y a pas de séparation et où il y a un culte hégémonique. Il faut ces deux conditions. Les citoyens ont une responsabilité. On dit souvent, c'est l'État qui laïque, c'est pas les citoyens.
c'est vrai. Mais la démocratie n'est rien sans les citoyens. Si plus personne ne va voter, il n'y a plus de démocratie. La laïcité, c'est la même chose. Si les citoyens ne font pas vivre la laïcité, il n'y a plus de laïcité. Bien sûr qu'il y a les lois, bien sûr qu'elles seront toujours là. Mais il faut quand même que chacun y mette du sien pour la renforcer. Et y mettre du sien, c'est comment ? Ben, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau de chacun d'entre nous, respecter nos concitoyens, quels qu'ils soient, et indépendamment de leurs croyances ou de leurs convictions. Il n'y a pas que l'État qui doit les respecter, c'est nous-mêmes aussi vis-à-vis des autres qui devons les respecter. C'est un principe d'égalité fondamentale. Respecter la liberté des autres. Respecter que quelqu'un fasse un choix qui ne nous convienne pas. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et puis, faire respecter et demander à nos élus de respecter la laïcité et les lois en vigueur. Et si nous tenons à cette égalité, il faut exiger de nos politiques qu'ils appliquent les règles laïques rigoureusement, avec pédagogie, sans brutalité. Appliquer la laïcité, c'est garantir que la loi républicaine prime sur toute prescription religieuse et que chaque citoyen doit l'accepter et l'appliquer, quelle que soit sa croyance ou sa conviction. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.